Merci. Bon, alors bonjour à tout le monde. Je suis très heureux de vous présenter donc ce sujet sur le changement climatique en France. Je vais partir du principe que vous avez une première idée de ce qu'est le changement climatique et ce que ça ses impacts, mais très rapidement. Donc, le climat, c'est un système en fait d'interaction très très complexe, de grands cycles. Et le premier, évidemment, c'est le transport de chaleur. Donc, la chaleur essentiellement reçue par la planète depuis le Soleil. Et ensuite, cette chaleur, pour entrer en équilibre, il faut l'évacuer. On a une atmosphère, donc il faut que ça traverse l'atmosphère. Et donc ce chauffage différencié entre l'équateur et les pôles, plus la rotation de la Terre, l'épaisseur de l'atmosphère, etc. Tout ça crée en fait un système organisé en cellules de convection, en fait, donc avec les grandes zones intertropicales, tempérées, disons, enfin de latitude moyenne, et puis ensuite polaire, boréale et australe, avec donc l'équateur à un point d'élévation, et puis donc l'air s'élève, l'eau condense et puis retombe en fait globalement, et ensuite l'air sec redescend donc sur les zones tropicales, ce qui explique ces grandes bandes de climat que l'on connaît, avec des courants de vent dominants. Alors ça, c'est pour l'atmosphère. Le facteur le plus important pour ce qui est de la définition dans le long terme d'un climat, c'est surtout les circulations océaniques, parce que vous avez là les grandes circulations ici et là de la Terre, avec donc en fait des cycles très longs. Hein. Pour une goutte, il faut 1000 à 2000 ans en fait pour faire le tour du monde. Hein. Les eaux de surface chaudes transporte la chaleur vers les pôles, en fait. Et puis là, est refroidie et en plus chargée en sel lorsqu'il y a la formation de glace, bon, ce qui est le cas, hein, au moins de façon saisonnière. Et du coup, s'enfoncent sur leur propre poids et poussent le reste de l'eau pour finalement continuer d'entraîner cette machine donc de transmission de chaleur vers le fond des océans. Pas que de chaleur d'ailleurs, puisque ça transporte aussi et en partie donc le dioxyde de carbone dissous, qui est venant en excès de l'atmosphère. Et donc ça donne une dynamique beaucoup plus lente, puisque l'atmosphère se met en équilibre en quelques jours et quelques semaines, mais les océans, voilà, c'est plutôt de l'ordre de milliers d'années, avec un effet mémoire important, des ralentissements qui sont lents, mais qui sont ensuite maintenus dans le temps. Le cycle, bien sûr, de l'énergie, je vais parler que de celui-là, hein, parce qu'il y en a pas mal d'autres. Donc, si de l'énergie, c'est la façon dont la Terre reçoit et réémet ou stocke une partie de l'énergie. Donc, essentiellement, il y a un peu d'énergie qui vient de la croûte terrestre, donc liée à la chaleur de la Terre elle-même, qui est assez faible. Hein. C'est surtout donc l'énergie solaire qui est réfléchie par l'albédo, qu'on dit, les pouvoirs de réflexion des nuages en altitude, mais finalement atteint soit l'atmosphère où elle est absorbée, soit le sol. Alors, une partie qui est réfléchie, toujours par de l'albédo. Et dans cette partie qui se retrouve dans l'atmosphère et puis celle qui est réfléchie, voilà, donc on a cette certaine chaleur à la surface. Donc, ça diffuse gentiment, mais très faiblement. Il y a les flux de chaleur latente, en fait. C'est l'effet calédoque, ça accélère. C'est en fait la chaleur emmagasinée par l'eau mise sous forme de vapeur qui est restituée en haute altitude, dans le nuage, au moment de la condensation. Ça, c'est un pouvoir d'évacuation de la chaleur important, vous voyez, donc un flux important. Et puis, vous avez la radiation, puisque la Terre est chaude, et se refroidit spontanément, comme n'importe quel corps noir, avec des flux qui sont vraiment très importants. Et l'essentiel de ces flux est réfléchi vers le bas cette fois-ci. C'est une sorte d'albédo vers le bas. Ce n'est pas les mêmes fréquences, hein, plutôt infrarouge d'ailleurs, et retourné vers la Terre. Et ça, c'est les gaz à effet de serre, l'effet de serre, et les gaz à effet de serre qui induisent cela. Et dans l'état actuel des flux et de ces gaz à effet de serre, eh bien, nous avons en fait un bilan net positif pour la Terre de 0,9 watts par mètre carré. Et donc ça induit le réchauffement actuel de la planète. Voilà. Donc je ne parle pas des cycles du carbone, l'azote, l'eau, etc. On pourrait y revenir. Hein. Encore pour positionner, je vous parle un petit peu de la dynamique climatique. Attendez. Non, je n'en parle pas finalement. Alors, sur le changement climatique en cours, en fait, on a des observations qui plaident très très fortement pour un changement climatique
déjà commencé et commencé de façon relativement vigoureuse. Ça a été très difficile par le passé de montrer cela, notamment il y a 20 ans, parce que l'historique était un peu court, et puis les principaux effets n'étaient pas encore vraiment en œuvre. Mais là, en 2020, tout le monde peut s'en rendre compte, et ce n'est plus guère un sujet de débat. En tout cas, nous avons des cartes objectives pour montrer cela. Et puis depuis 1901, depuis qu'on surveille de façon globale les températures, on observe une augmentation globale à l'échelle de la planète. Alors vous voyez ici, donc, en un siècle, mais surtout même depuis 1950, une augmentation d'environ 0,8 degrés au total. Alors il faut remarquer que là, vous avez sur cette carte des valeurs qui vont bien plus haut, jusqu'à plus 2 degrés. C'est parce que la température augmente plus vite sur les continents, environ 2 fois plus vite que sur les océans, et ça c'est parce que l'océan peut évaporer l'eau à plein d'eau. Alors sur les continents, c'est limité, et ce qui fait que la faculté de refroidissement est plus faible sur les continents. Et aussi, caractéristique très très importante, le réchauffement est plus important au pôle, voire beaucoup plus important, vous allez le voir sur d'autres cartes. Ce qui fait que quand on parle d'un réchauffement de 1 degré de la planète, vous voyez déjà que là, nous avons environ 2 degrés sur les continents, et peut-être 3 ou 4 en moyenne, sur les zones polaires. Là, vous avez la carte des températures. On voit en un siècle, évidemment, comment, à l'œil nu, on peut quand même dire avec confiance qu'il y a un réchauffement climatique à l'œuvre. Ça, c'est pour les températures. Là, ce qui est avec les températures, c'est par exemple la fonte des glaciers, la fonte des calottes polaires, c'est-à-dire en fait de la glace qui est posée sur les continents, voire en bordure sur les marges continentales, et qui crée donc une montée du niveau marin. Alors, ce n'est pas énorme pour l'instant, puisqu'on est environ 10 cm depuis 1950, depuis combien 1900, ouais, c'est ça, 1993. En fait, on a pris environ 20 cm, hein, et on a donc un rythme qui est de plusieurs millimètres par an, qui varie dans l'espace, hein, comme vous le voyez là, et ça varie aussi plus fortement au niveau terrestre, mais qui est là, qui est marqué et qui en fait s'accélère. Voilà. Et donc les prévisions en la matière, je vous en parle parce que c'est un aspect qui est assez peu abordé, ou insuffisamment en tout cas, et sur lequel je vais revenir. Autre tendance que l'on peut voir de façon significative, c'est sur les précipitations. Globalement, les précipitations, les modèles climatiques ont du mal avec, et les enregistrements ne montrent pas des tendances qui sont statistiquement significatives, mais on peut trouver dans des zones relativement contrastées des tendances statistiquement significatives. Et là, vous avez par exemple au niveau de l'Europe une estimation. Vous voyez que sur la Norvège, et puis un peu plus sur l'Europe du Nord, depuis une soixantaine d'années, donc une tendance à l'augmentation des précipitations annuelles, hein, attention. Hein. Donc c'est vraiment la grosse moyenne, toutes saisons confondues. Et sur l'Espagne, une baisse significative des précipitations. Alors, les pentes ne sont pas très élevées, mais c'est un début parce qu'elles sont quand même statistiquement robustes. Alors, oui, je ne sais pas si je vais en parler là, mais je veux dire qu'on voit des tendances statistiquement robustes, ce qui ne veut pas dire qu'elles sont attribuables au changement climatique. Enfin, au réchauffement plutôt. C'est un changement qui se voit au moins à l'échelle pluridécennale. Mais il y a d'autres causes, notamment des fluctuations pluridécennales jusqu'à 60 ans. C'est une fluctuation qui est connue du climat d'hémisphère nord, qui peuvent aussi expliquer ces fluctuations. Hein. Ce n'est pas une question d'attribution encore. Mais par contre, il est à ce stade tout à fait plausible de dire qu'une partie au moins est liée à un changement climatique durable. Alors, les impacts observés à l'échelle mondiale, on peut déjà en attribuer avec un bon niveau de confiance au changement climatique. Sur cette carte mondiale, vous voyez, quand c'est des figures pleines, vous voyez qu'on peut les attribuer. Il y a une contribution majeure, donc pas totale, mais majeure en tout cas du changement climatique, et on a un certain niveau de confiance pour le dire. Donc 3, c'est plutôt assez bon. Et puis 2, ouais, c'est sans doute. Voilà. Et puis quand c'est transparent, c'est un impact, mais le changement climatique n'a qu'une contribution relative. Et les impacts qu'on voit quand même du changement climatique, que ce soit relatif, majeur, assuré ou suspecté, sont très, 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 très variés. C'est des impacts sur la faune océanique, alors qui peut être lié aussi à l'acidification, mais ce qui est surtout lié au réchauffement ou à la modification des courants, des impacts sur les débits des fleuves, la fonte la fonte des glaciers ou des calottes, l'érosion du littoral avec changement de régime de houle, par exemple, ou des épisodes de tempête plus importants. Impact aussi très important sur l'alimentation, avec
souvent de la sécheresse. Ça peut être aussi la variabilité climatique, hein, avec des épisodes de fortes pluies ou de sécheresse qui se suivent de façon désordonnée et qui perturbent évidemment la productivité. Les feux, hein, vous vous souvenez par exemple ici, cette année, hein, pardon, 2020, des feux sur la Sibérie, hein, qui étaient très vastes et puis qui se multiplient. Bon, voilà. Donc, alors, il y a aussi au niveau des forêts, hein, des effondrements forestiers qu'on peut imputer au changement climatique. Bref, si on regarde dans le détail, la liste est extrêmement longue, extrêmement variée, très documentée et tout à fait attribuée au changement climatique. Je voudrais juste revenir sur un effet, disons, levier du changement climatique sur la production agricole, parce que ça, de toute façon, ça a un impact à l'ensemble du globe, vu que nous sommes dans un système mondialisé et en flux tendu en plus, qui nous touche indirectement. Ou même sur le principe, parce que les gens sur la planète ont besoin de se nourrir, c'est donc la baisse des rendements agricoles. Et alors, vous voyez que, vu globalement, pour ce qui est des franges tropicales, nous avons jusqu'à entre 0 et moins 2% de production, et dans les zones tempérées, jusqu'à moins 2,5%. Voilà. Donc on a une baisse globale des rendements. Alors, ce qui est très important, parce que la majorité des cultures, des grandes cultures sur Terre, c'est en fait 4-5 variétés. Hein. C'est blé, maïs, soja, riz. Voilà. Et donc, pour ces variétés-là, les baisses de rendement sont quand même significatives, vous voyez, pour le maïs. Hein, et c'est déjà et puis pour le blé, c'est déjà des impacts robustes, hein, des impacts observés. Donc, en gros, ce n'est que le début de ces impacts-là. Mais j'y reviendrai ensuite. Alors, il y a d'autres facteurs qui expliquent évidemment ces baisses de rendement, qui sont ceux liés à la culture aux pratiques agricoles classiques, hein, notamment l'épuisement des sols, l'épuisement en matière organique, en nutriments, le manque d'eau, des problèmes économiques également, comme le manque de main-d'œuvre. Il faut avoir des gens pour le faire, parce que quand il y a de l'exode rural massif, en fait, finalement, dans beaucoup d'endroits du monde, on manque de personnel pour l'agriculture, hein, de savoir-faire, bien sûr, et aussi d'accès aux intrants. Puis la liste est un petit peu longue, puisqu'il y a aussi l'accès au capital, etc. Alors, à ça s'ajoute donc la désertification, l'étalement urbain qui grignote sur les terres agricoles en zone périurbaine, voire assez lointaine. Et puis, plus récemment, l'arrivée donc de conversion pour l'agroalimentaire, que ce soit pour l'alimentation avec les oléagineux ou alors les additifs alimentaires, mais aussi pour l'énergie, notamment les agrocarburants. Et ça concerne en partie, bien sûr, les oléagineux, donc particulièrement l'huile de palme. Il y a aussi une compétition qui est liée au changement climatique, puisque pour l'atténuation, il est beaucoup préconisé le photovoltaïque, mais ça prend de la place, et c'est parfois et trop souvent pris sur des terres agricoles. L'effondrement forestier, j'en ai parlé un petit peu, ce n'est pas un petit effet, c'est un gros effet en fait. Il y a des effondrements forestiers, c'est tous les points rouges que vous voyez là, qui sont en cours et qui sont arrivés, qui sont massifs, hein, qui concernent parfois des milliers d'hectares ou des dizaines de milliers d'hectares. Bon, c'est aussi lié au fait que certaines forêts sont monospécifiques, donc fragiles, qu'elles se soient naturellement monospécifiques ou alors à cause de choix humains. Et puis après, les facteurs donc, sont variés, hein, liés au changement climatique. C'est les températures, bien sûr, avec les échaudages, la sécheresse, hein, des sécheresses cumulées, 1 an, 2 ans, un arbre, tiens, difficilement plus de 3 années successives de sécheresse. Les pathogènes aussi, c'est-à-dire que les parasites. Donc, c'est des zones qui, à cause du réchauffement, autorisent la prolifération ou la venue de nouveaux pathogènes ou de nouvelles maladies et qui fragilisent les arbres. Alors, il y a un petit écho, donc est-ce que tout le monde pourrait bien vérifier, s'il vous plaît, que vos micros sont coupés? Si ça ne vous ennuie pas. R100, là, par exemple, a gardé son micro ouvert. Voilà, merci. Donc, un autre effet dont on entend parler, qui est controversé, mais qui a potentiellement des impacts importants, c'est le ralentissement du Gulf Stream. Alors, ça peut être une lubie, mais en fait, pour vérifier cela, des buoys ont été positionnés. Et là, je vous montre, en fait, donc le Gulf Stream, en fait, c'est ce courant d'eau chaude, le courant marin qui est réchauffé au niveau de son passage au tropique et qui remonte vers l'Europe du Nord-Ouest, va éventuellement un peu plus loin, se refroidit en différents endroits, replonge, etc. Et donc, sur ce transect, on peut mesurer l'intensité de ce courant, en profondeur aussi. Et donc, vous avez ici l'indice de ce courant et vous voyez que semble observer depuis une dizaine d'années un ralentissement du Gulf Stream.
Alors, ce ralentissement du Gulf Stream, on n'est pas sûr que ça dure, mais enfin, qui est quand même, il est consistant en fait avec ce qu'on comprend du changement climatique. Alors, on ne sait pas trop l'expliquer exactement. C'est peut-être lié en fait à la fonte accélérée du Groenland, à la disparition de la banquise, qui fait que du coup, le Gulf Stream est freiné par l'arrivée d'eau froide, par exemple. Mais bon, c'est pas encore sûr. Ceci dit, c'est pas inconsistant avec un arrêt éventuel du Gulf Stream sur la partie nord-atlantique. Alors pour nous, ça peut vouloir dire des choses. D'ailleurs, je vais en parler. Donc je vous parle maintenant de ce qu'on a plus spécifiquement observé en France, plus de chez nous. Et vous avez peut-être déjà vu ça, mais enfin, c'est l'évolution de la température moyenne en France depuis 1900. Et vous voyez évidemment à ce graphe qui ressemble beaucoup à l'autre que je vous ai montré à l'échelle mondiale, que les années les plus chaudes sont vraiment les plus récentes, et puis qu'on a quand même une grosse tendance vers le réchauffement de 1 à 2 degrés, d'après cette courbe, qui est vraiment, même d'ailleurs statistiquement significative, on peut le montrer aisément. Donc là, je vais montrer la période de définition d'un climat. C'est une échelle de 30 ans, en fait. On prend 30 ans parce qu'il faut homogénéiser, mais aussi en même temps, il ne faut pas que ça masque les évolutions à long terme. Bon, c'est un compromis, et vous voyez que sur 30 ans, on a quand même des transformations très importantes. Et évidemment, si je prolongeais la courbe jusqu'à 2020, vous verrez que l'année 2019 puis 2020 sont devenues à leur tour les années les plus chaudes. Des tendances, on les observe aussi sur les précipitations. Alors, quelques tendances, je vous ai dit que c'était difficile de les voir à cause de la variabilité, et puis le lien avec le climat n'est pas simple. Il y a beaucoup de contre-réactions. Et donc, les stations de mesure de pluie montrent quand même des tendances relativement robustes. Vous voyez, plus les ronds sont élevés, sont gros, et plus on a confiance dans l'existence d'une tendance. Et puis, la valeur de la tendance, c'est la couleur. Et vous voyez que on semblerait que depuis une soixantaine d'années, 60-70 ans, on a une augmentation des précipitations plutôt robuste sur le nord-est de la France en automne, et puis sur le nord de la France à différentes saisons, à différents endroits, notamment la Bretagne. C'est pas majoritaire, c'est pas complètement constant, uniforme, mais néanmoins, c'est une tendance plausible, assez robuste, l'augmentation des précipitations et de diminution des précipitations en hiver. Sur le sud-est, en fait, sur le sud-est de la France, littoral méditerranéen, et voire sur toute la moitié sud de la France en hiver. Alors ça, c'est important parce qu'en fait, c'est en hiver que se constituent les réserves en eau dans les nappes qui vont ensuite alimenter les rivières ou les besoins humains pendant le reste de l'année. Et ce sont les tendances qu'on commence à observer aujourd'hui. Sur les épisodes extrêmes, c'est très difficile, c'est parce que c'est la queue de courbe en fait des lois de distribution, donc c'est encore plus chaotique et c'est plus difficile d'avoir un signal. Et pourtant, sur le sud-est de la France, on commence à avoir un signal robuste. C'est l'objet d'une étude récente. Et vous voyez par exemple ici, le 0, c'est la distribution actuelle de référence pour chacune des stations des maxima annuels. Voilà. Des pluies journalières. C'est-à-dire, en fait, c'est le maximum dans l'année de ce qu'il y a plu en un jour. Et vous voyez que le changement relatif de l'intensité de ces pluies sur l'ensemble de ces stations, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de stations avec plus 20% au moins d'augmentation de ces pluies journalières, voire plus 40, plus 60, voire un peu davantage encore. Vous voyez, c'est les stations qui sont en rouge, là. Mais jusqu'aux années 90-95, on courait un risque très important à dire qu'il y avait une tendance, un risque statistique, c'est-à-dire que ça pouvait aussi bien être du bruit blanc. Et c'est ce qu'on voit par la p-value. Donc en gros, ça veut dire que là, la courbe en bleu, c'est 10%. Ça veut dire que jusqu'en 1997, on avait 10% de chance de se tromper en disant qu'il y a une tendance. Et puis avant, voilà, des risques très élevés. Alors, vous voyez qu'avec le rallongement de la série de données, aujourd'hui, et puis même depuis le début des années 2000, le risque statistique de dire qu'il y a une tendance est inférieur à 5%. Donc, autant dire qu'il est très faible. Voilà. Ça veut dire que là, en gros, statistiquement, on a une tendance observée. Mais ça veut aussi dire que si dans les années 90, voire auparavant, on avait dit « Ah, quand même, là, j'ai l'impression de voir une tendance dans les événements extrêmes », je ne suis pas sûr, mais quand même, ça vaudrait le coup. Voilà. Et on avait le droit de le dire. C'est-à-dire que le risque de se tromper était important, mais le fait de devoir le dire n'était pas rétrospectivement, on voit que c'était pertinent.
évidemment, il faut aussi dire à ce moment-là qu'on peut se tromper, hein, ce qui doit toujours accompagner une parole d'expertise. Alors, les nombres de journées chaudes ont augmenté, le nombre de jours de gel, par contre, n'a pas vraiment diminué, c'est pas clair. Les vagues de chaleur, par contre, à l'évidence, elles ont augmenté, tout le monde le sait. Donc, les points en couleur, c'est les points plus récents. Hein. Et plus ils sont gros, plus ils sont intenses et longs. Et les vagues de froid, en revanche, ont un petit peu diminué. On ne voit pas vraiment de tendance sur les pluies diluviennes en France, les grosses pluies, hein, ce n'est pas les maximums journaliers, c'est vraiment les grosses pluies, ni sur les tempêtes remarquables. Voilà, donc ça c'est l'incertitude toujours liée aux épisodes extrêmes et aux pluies. Par contre, il y a un signal robuste avec le changement climatique, c'est la température. C'est-à-dire que si les précipitations changent pas forcément de façon très claire, les températures, elles augmentent de façon très robuste. Et là, avec les températures, augmentent l'évapotranspiration. Donc, c'est l'eau qui est perdue par les plantes. Alors, les plantes, les forêts naturelles ou d'ailleurs gérées, l'agriculture naturellement, enfin bon, tout ce qui est vert. Et plus il fait chaud, et plus ces plantes vont perdre d'eau lors de leur photosynthèse. Ce qui fait que ça fait autant d'eau qui ne va pas dans les rivières. Et effectivement, on voit que pour la moitié sud de la France, au moins, nous avons des baisses statistiquement significatives de la ressource annuelle. C'est l'ensemble des flux, des débits de rivières sur toute l'année. Donc, en fait, en gros, c'est notre budget, enfin, on ne peut pas tout utiliser, mais c'est le budget de la rivière en termes de quantité d'eau brute annuelle. Et ça baisse. Et ça baisse d'environ, jusqu'à moins 3% tous les 10 ans. Donc, en fait, en gros, en 50 ans ou en un siècle, moins 30%. On va voir que la tendance est plus sévère encore. Les étiages, ce sont les basses eaux, donc c'est un moment critique pour les rivières, puisque c'est là où il y a le moins d'eau. Et c'est là où les demandes environnementales sont les plus élevées, puisqu'il faut maintenir des débits pour les poissons, il faut maintenir de l'eau, une certaine hauteur, une certaine fraîcheur aussi. Donc en fait, ces étiages, et puis bien sûr, il y a l'homme qui veut s'en servir, notamment en été, pour irriguer, par exemple, ou alors pour alimenter en eau potable les villes. Donc ces périodes d'étiage sont extrêmement importantes, elles sont critiques, et là, on voit que depuis une quarantaine d'années, ces étiages sont en aggravation. Il n'y a pas un indicateur différent. Là, je vous montre le déficit de volume, puisque je vous ai montré le volume juste avant en mode manuel. Là, donc, on a jusqu'à moins 4%. Et c'est plus sévère que le volume moyen. Et ça, c'est une constante. Hein, les extrêmes évoluent souvent plus vite que la moyenne. Et puis, tiens, il y avait une troisième... voilà. c'est étonnant. Donc, les étiages sont aussi, en été, sont plus précoces, ils commencent plus tôt et ils sont plus longs. Donc, on n'observe pas de vraie tendance sur les crues journalières, par contre. Manque de recul, c'est plus lié aux précipitations, sur lequel le signal est plus faible. Voilà. Un autre facteur, c'est que l'imputation au changement climatique n'est toujours pas vraiment démontrée à travers cela, puisque c'est sur 40 ans. Alors, quand on fait l'étude sur 60 ans, on voit que les tendances sont plus faibles. Et donc, on peut le relier aussi à la variabilité interdécennale d'environ 60 ans. Donc, en gros, on est sur une sensibilité climatique avérée, mais ce n'est pas encore une imputation au changement climatique à 100%. L'enneigement accompagne le mouvement. Vous voyez que l'enneigement a baissé depuis les 60 dernières années, de façon un peu chaotique, mais quand même robuste. Et puis, alors, quand il y a plus d'1 mètre de neige, ça a baissé encore davantage, encore plus vite. Voilà. Les glaciers sont un signal à long terme qui est très intéressant, puisque vous savez qu'ils reculent constamment et de façon finalement très rapide, et en plus encore plus rapide qu'on ne le pensait au départ. Donc c'est un véritable effondrement du volume des glaciers. Là, des glaciers alpins, par exemple, les glaciers pyrénéens sont condamnés à court terme, de toute façon, hein, il ne reste plus grand-chose. Là, vous avez la mer de glace, hein, avec ses différentes positions, 44 très bas, etc. Et puis vous voyez que plus ça remonte, et plus la mer de glace remonte. C'était ma photo initiale. En fait, la mer de glace est condamnée, malheureusement, aussi à court terme. Hein. Et ça, c'est des évolutions à long terme, c'est des stocks, donc ça montre qu'il y a une tendance vraiment de fond, si on en doutait encore. Alors, du coup, maintenant, ça, c'était ce qu'on a déjà observé, et qu'est-ce que ça va donner dans le siècle prochain ? Alors, je dois quand même vous parler un petit peu de l'échelle globale, mondiale, parce que la France fait partie de l'échelle mondiale, forcément, et ça joue sur nous. Alors, tout d'abord, comment réfléchit-on au niveau du GIEC sur le changement climatique ? On fait des scénarios, notamment, puis des modèles, naturellement, et des scénarios sont des hypothèses, en fait, sur le surcroît d'énergie que la Terre va recevoir.
Et vous avez plusieurs catégories de modèles, les RCP, comme on dit, Representative Climate Pathway, donc de 2,6 à 8,5. Voilà. Donc 2,6, c'est le scénario, vous voyez, où une concentration en CO2 passe par un maximum, puis décroisse, et c'est le seul scénario qui soit à peu près compatible avec plus 2 degrés. Plus 1,5 degré, c'est quasiment inatteignable. Alors, on peut toujours l'envisager, mais voilà, c'est ce scénario-là, disons, frugal, on va dire, optimiste. Et puis, vous avez le scénario 8,5, je ne parlerai pas des scénarios intermédiaires. Lui, c'est le scénario business as usual, ce qui correspond, enfin, c'est comme ça qu'on le qualifie souvent, aux émissions maintenues. Donc, sans contrôle, avec un système économique qui continue comme d'habitude. Alors, attention, ce n'est pas un scénario pessimiste. Le scénario pessimiste, c'est si jamais ça sortait complètement de contrôle et qu'il y avait des rétroactions naturelles extrêmement fortes qui pourraient déclencher des émissions bien supérieures. Donc, le 8,5 n'est pas un scénario pessimiste, c'est un scénario le plus probable. Voilà. Et donc, en fait, il y en a d'autres, en théorie, qu'il faudra mettre au-dessus. Alors, ça n'a pas été obtenu, ça a été critiqué, notamment par moi, mais dans la présentation des résultats, on ne dépasse pas le 8,5. C'est vrai que c'est déjà très effrayant. Alors, vous voyez aussi que les émissions ne s'arrêtent pas en 2100. Hein. La pente est quand même assez raide. Ça converge vers presque 2000 parties par million. Donc, en fait, presque le double. Voilà, d'ici le 22e, 23e siècle. Bon, pour la R6, on est plutôt sur des SSP. Le nom change, mais bon, le principe reste le même. Vous voyez, vous reconnaissez le 8,5 ici, le 2,6 là. Et il y a un 9 quand même très positif qui permet effectivement, même éventuellement, de commencer à passer sur des émissions négatives. Donc là, c'est un scénario hyper volontariste qui est d'ailleurs très utile pour la réflexion. Mais grosso modo, c'est la même logique. Donc nous avons ces scénarios. Et après, les modèles travaillent dessus de façon plus ou moins organisée, et le GIEC en fait la synthèse. Et vous voyez que pour le scénario sobre ou émetteur, des différences d'élévation de température très significatives. Donc vous avez à gauche par rapport à 1850, enfin par rapport au début de la révolution industrielle, et puis ici, par rapport à quelque chose comme 2000. Et donc, depuis la température augmentée, vous voyez que les scénarios sobres nous amènent à une augmentation de température, donc le 2,6, de 1 à 2 degrés, et scénario émetteur, 3, 5, 5, 6, 7 degrés. Alors, évidemment, les impacts sur différents aspects économiques et naturels sont extrêmement prononcés, moins graves pour le premier, mais vous voyez qu'ici, on a déjà quand même des menaces significatives sur les systèmes uniques, d'écosystèmes uniques, et déjà menacés. Mais par contre, qu'on évite beaucoup de gravité sur plein de domaines par rapport à un scénario émetteur. Voilà, donc le 2,6 en lui-même, celui-ci le bleu, là, nous inciterait à agir déjà très vite. Mais alors, quand on compare à ce qui se passe sans action, évidemment, c'est des catastrophes qui pourraient être évitées. Donc, notons qu'un scénario volontariste est toujours jouable. Hein, même si c'est de plus en plus difficile, il devrait être de plus en plus volontariste, c'est toujours possible de limiter grandement les effets du changement climatique. Nous, on est plutôt sur cette trajectoire, vous le savez, qui nous oriente vers les plus 5 degrés. Alors, ça, c'est les résultats de modèles. La réalité, elle peut être beaucoup plus grave à cause des rétroactions naturelles ou des interactions qui ne sont pas dans les modèles. En tout cas, la carte de température, d'augmentation de température qui est proposée, bon, voici, c'est une carte médiane, hein, sur laquelle il y a un bon niveau de confiance. Et vous voyez, donc, on est à environ plus 5 degrés en moyenne, et c'est 2 fois plus élevé, comme prévu, sur les continents par rapport aux océans en moyenne. Ce qui est très important, si vous voyez que quand on vous parle de 2 degrés d'augmentation de la température de la Terre, en fait, on vous parle d'environ 4 degrés d'augmentation de température sur les continents, en moyenne. C'est-à-dire, chez nous, 2 degrés, ça veut dire plus 4 degrés en moyenne au quotidien. Et avec des variations, bien sûr, des cycles et des événements extrêmes. Et sur les pôles, vous voyez que ça monte jusqu'à plus 11, plus 13 degrés. Et puis, évidemment, si l'augmentation globale est plus élevée, ça va encore plus haut. Enfin, voilà. Donc, avec plus 11, plus 13 degrés, on a des modifications absolument majeures des écosystèmes et des activités humaines. D'ailleurs, les feux récents sur la Sibérie montraient une année, enfin, 8 degrés environ de plus par rapport aux moyennes, et ça a déclenché des incendies partout. Donc, si le changement climatique se met en œuvre, évidemment, ces forêts, telles qu'on les connaît, auront disparu. Complètement, ici complètement. Aussi, donc, gardez en mémoire que quand on a commencé à réchauffer, c'est pour longtemps, notamment sur le RCP 8.5.
et que si jamais il y a un refroidissement, il est très lent. Il est possible, mais très lent. Donc là, vous voyez qu'on chauffe jusqu'à 2300, hein, facile, avec le scénario émetteur. La montée du niveau marin, elle, c'est la même chose. Quand elle a commencé, elle dure extrêmement longtemps, et ça, c'est lié à l'inertie thermique et dynamique des continents. Et puis, que quand des phénomènes sont enclenchés, il est difficile de les arrêter, de revenir en arrière, parce qu'il y a des phénomènes d'auto-entraînement. Donc, en gros, on est plutôt sur la bifurcation, là, avec la fonte des calottes et la montée du niveau marin. Alors, les modèles plutôt gentils dont le GIEC fait état, ce sont les modèles à base physique qui ne comportent pas tous les processus, avec beaucoup de parties controversées, mais donnent des augmentations au niveau marin. Vous voyez, sur scénario plutôt sobre, limité à 60 cm et jusqu'à 1 mètre pour scénario émetteur, 8,5. Bon, il faut savoir que ce n'est pas homogène, hein, c'est plus fort quand on est loin des pôles à cause du rebond glaciaire. Bien sûr, on a la valeur de la montée du niveau marin en moyenne, mais dans la réalité, sur une côte, il faut ajouter la surverse due aux tempêtes. Si elles sont plus fréquentes ou plus intenses, eh bien, cette surverse sera plus élevée, quand même liée au climat. Les dépressions également, le schéma de dépression peut changer géographiquement, mais peut s'intensifier aussi quand les tempêtes ou les épisodes sont plus intenses. Également le régime de houle, c'est-à-dire que le littoral est le résultat du travail par la houle. Si la houle change, c'est-à-dire son exposition change, et donc potentiellement que la surverse liée à la houle sera moins ralentie par la forme du littoral et donc augmente encore l'aléa. Alors, la difficulté avec ces courbes-ci, c'est que c'est probablement très, très sous-estimé parce qu'il y a des processus qui ne sont pas implémentés ou alors dont le GIEC ne fait pas état. Bon, c'est l'objet d'une autre présentation que j'ai faite, si vous y étiez, en décembre dernier. Ce qui fait qu'avec la déstabilisation des calottes polaires, notamment antarctiques, il faut envisager des augmentations jusqu'à plus 1 mètre. Hein. Voilà. L'érosion, bien sûr, va être énormément augmentée dans des situations comme ça. Hein. Ce n'est pas juste sur 1 mètre, parce qu'après, avec la dynamique et la nature du sol, ça peut aller beaucoup plus loin que le simple littoral proche. Il y a aussi des seuils, des effets de seuil présents, hein, qui ont été démontrés, qui n'apparaissent pas sur cette courbe. Et quand la température dépasse un certain seuil, eh bien, on change de régime. Alors, de régime à long terme, mais en même temps avec une dynamique qu'on ne connaît pas. Et ces seuils à ne pas dépasser, au-delà desquels il y a une déstabilisation qu'on ne peut plus arrêter, seraient entre 1 et 2,5 degrés. Voyez. Donc, en fait, on est vraiment même dans un scénario optimiste, si on augmente de 2 degrés la température de la Terre, d'après ces résultats, on dépasse le seuil et on rentre dans un système de dégradation à long terme des calottes. Et donc, une augmentation inéluctable des niveaux marins jusqu'à des valeurs très élevé. Très élevé, ça veut dire, là je vous montre ici en 2100, donc je viens de vous dire qu'on pourrait plausiblement atteindre 2 mètres. 2 mètres dans une dynamique d'augmentation rapide, ça veut dire que dans les siècles qui suivent, on est à 5, 7 mètres, peut-être 15, ou voilà, par le passé, on est allé jusqu'à 30, 45 si on fait tout fondre. Donc en fait, il faut vraiment garder ça en tête. Hein. Voilà. Les écosystèmes ont du mal naturellement à s'adapter. Alors, il y en a qui peuvent se déplacer, hein, ils galopent, ils ont des pattes. Donc, si le changement climatique arrive, eh bien, ils peuvent se déplacer en même temps, toujours en étant dans leur zone de confort, disons, thermique. Le problème, c'est qu'il y a des écosystèmes qui ne peuvent pas se déplacer. Soit, bon, c'est des arbres, hein, ou des herbes qui se propagent lentement. Forcément, l'arbre, il ne va pas bouger avec sa racine. Donc, il reste. Et puis, c'est les générations suivantes qui peuvent se déplacer, mais c'est très lent. Et puis, vous avez aussi les membres d'écosystèmes qui sont attachés à ces habitats. Et eux, c'est pareil. Ils y sont liés. Ils pourraient galoper, mais ils n'auraient plus d'habitat ou de cosmorien. Ce qui fait que le changement climatique, par sa dynamique, en fait, les écosystèmes, ils ont du mal à suivre. Et à cela s'ajoute, je parle juste des préférendats thermiques ou climatiques, mais en fait, il y a aussi tous les aspects liés aux pathogènes, à la fragilisation monospécifique et des choses comme ça. Parasites, maladies et des événements extrêmes. Donc, en gros, un écosystème extrêmement menacé. Les précipitations, elles, alors on n'est pas trop sûr. Hein, c'est quand même très incertain dans les modèles à cause de processus qui ne sont pas encore bien décrits. Mais on aurait une augmentation des précipitations plutôt sur les zones nord, vous voyez, un petit peu sur l'océan Indien ouest, et puis des zones de raréfaction des pluies très importantes sur la Méditerranée, l'Afrique australe, l'Australie, le nord de l'Amérique du Sud, ou l'Amérique d'ailleurs centrale, et puis le sud des États-Unis. Voilà. Ça, c'est tout à fait plausible. Simplement, ce n'est pas complètement prouvé, mais voilà, c'est des tendances très importantes pour la réflexion.
Qu'est-ce que ça donne du coup par rapport aux ressources en eau disponibles dans les pays? Alors ça nous concerne directement parce que la France en fait partie, mais aussi parce que nous avons des voisins, notamment tous les voisins méditerranéens, mais pas seulement, aussi est-européens, qui seront soumis, et nous-mêmes déjà d'ailleurs, à des stress hydriques accrus, aggravés. Et ça, c'est juste une carte que je vous montre avec les mêmes cultures en place. Hein. Et ça tient compte du changement climatique, donc des baisses de pluie éventuelles et l'augmentation de l'évapotranspiration. Et on voit qu'on arrive à des ressources en eau disponibles jusqu'à moins 40% et davantage pour l'Arabie saoudite, pour le Moyen-Orient, évidemment, des pays qui sont déjà avec des ressources, et puis le nord d'Afrique, avec des ressources limitées, mais aussi des zones plutôt bien arrosées dans cette partie-ci de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe. Bon, ça, c'est des pays qui sont déjà très, très secs, mais l'Afrique du Sud aussi, avec son peuplement et son industrie. Bon, alors c'est des statistiques nationales, donc du coup, la spatialisation est quand même plutôt mauvaise, parce que la Chine est également touchée, bien entendu, et puis là, on ne voit pas l'Australie, donc il y a un problème de méthode, mais en tout cas, ce que ça illustre, c'est quand même une raréfaction relative de la ressource, et donc des tensions à prévoir. Alors ça, c'est sur les manques d'eau, mais aussi, il peut y avoir trop d'eau. Je vous présente une carte, parmi d'autres, de période des crues, de retour des crues. Donc, imaginez la crue centenale. La crue centenale, c'est qu'elle revient une fois tous les 100 ans en moyenne. Bien. Eh bien, elle reviendrait tous les combien avec le changement climatique. Et vous voyez qu'il y a des zones en bleu où ces crues centenales reviennent plus tôt, jusqu'à tous les 2 à 5 ans, en extrême, vous voyez, en certaines parties de l'océan Indien et de l'Asie du Sud-Est. Donc, en fait, des crues très importantes, très, très fréquentes. Et dans des zones qui ne sont pas forcément très développées, comme le Bangladesh notamment. Et puis donc effectivement, le nord-ouest de l'Europe serait touché. Voilà. Bon, c'est des exemples. D'autres cartes montrent que ça augmenterait sur le nord de l'Europe plutôt majoritairement, mais voilà, c'est les modèles, c'est la variabilité entre modèles. Simplement, il ne faut pas oublier donc cet impact-là. Par ailleurs, les crues centenales peuvent devenir très rares, vous voyez, devenir cinquantenales, ce qui évidemment indique un changement de régime des rivières et un changement de nature des rivières, puisque les crues, surtout les crues centenales, ce n'est pas les plus importantes, hein, c'est juste 1%, mais ça fait quand même des dégâts. Les crues, en fait, contribuent énormément à l'entretien des rivières, à leur méandrage, à leur chenalisation, ravivent certains écosystèmes, sont intégrés dans la vie des écosystèmes qui sont habitués à ça. Et si elles deviennent rares, ces écosystèmes sont menacés. C'est pareil d'ailleurs si les crues augmentent trop. Le rendement agricole, donc enjeu mondial, hein, qui nous touche plus ou moins directement. Les rendements agricoles ne vont pas avoir un impact tout de suite sur du changement climatique. Vous voyez, c'est notre décennie, si j'ose dire. Vous voyez qu'il y a des endroits où, grâce à la fertilisation par le CO2 atmosphérique qui est plus important, ou l'augmentation des températures, il y a des zones qui profitent du changement climatique, des zones qui, du coup, en subissent des effets négatifs. Mais à mesure que le temps va passer, ces zones avec un impact du changement climatique positif vont être de plus en plus rares, tandis que globalement, nous allons avoir une décroissance des rendements plus forte qui peut aller jusqu'à moins 50, moins 100%, c'est en gros, même avant d'ailleurs, il n'est plus rentable ou plus pratique de faire l'agriculture. Et on se retrouve donc là, de façon prévisionnelle, avec un enjeu alimentaire mondial très important. Bien sûr, il peut être aggravé ou tempéré suivant les échanges internationaux, le contrôle de la démographie et la modification des habitudes alimentaires. Le Gulf Stream, du coup, est-ce qu'il peut diminuer? Ce n'est pas du tout impossible. Donc, il y en a enfin, il y a des calculs qui montrent que ça va sans doute arriver, encore que c'est toujours incertain, mais vous voyez, là, d'ici 2100, c'est l'indice que je vous montrais tout à l'heure, eh bien, on a une baisse de cet indice qui est quasiment divisé par 2, donc un affaiblissement significatif du Gulf Stream, ce qui veut dire qu'en fait, il irait moins au nord. Et s'il va moins au nord, eh bien, les masses d'air froide sur la partie laurentienne, donc nord d'Amérique du Nord et Groenland, ne seraient plus bloquées par des airs chauds et des anticyclones ici, et donc pourraient plus facilement atteindre l'Europe. Ce qui donnerait, que vous voyez en bas, un refroidissement significatif, 4 à 8 degrés, mais localisé, donc pénétrant peu dans les terres. Alors, ce serait un effet pas forcément permanent, puisque il est possible que ça dépende uniquement d'un facteur transitoire de fonte des calottes et d'absence de banquise. Mais ça pose aussi beaucoup de problèmes par rapport aux ressources
en poissons, et donc, en fait, par rapport à l'économie de beaucoup de pays qui sont plus là-dessus, ou même simplement pour les écosystèmes marins. Voilà, avec la disparition donc, dont j'ai parlé de la banquise arctique, la route du Nord pourrait s'ouvrir, qui présente des raccourcissements significatifs dans le trajet. Donc, bon, ça a l'air bien, avec son air content. Par contre, aussi des conflits pour contrôler ces trajets. Et naturellement, la disponibilité des ressources pétrolières apparemment abondantes dans cette région, qui serait à la fois un problème géopolitique et aussi un problème pour les émissions de gaz à effet de serre. Donc, les tendances et les prévisions sont quand même vers la disparition plus ou moins rapide de cette banquise du Nord. Les cyclones aussi, donc on a été touché plusieurs fois en France, et puis on est voisins anglais ces dernières décennies. Les cyclones, comment pourraient-ils évoluer? C'est difficile à dire. Le cyclone, donc, c'est en fait une grosse machine à pomper de l'énergie, en turbinant de la surface vers la haute atmosphère, en gros, pour que la Terre s'en débarrasse. Et voilà, c'est la façon, de toute façon, la Terre reçoit l'énergie, il faut la délivrer, et plus il y en a, et plus les motifs puissants vont avoir lieu. Mais c'est quand même pas facile parce que les processus sont hautement couplés. Et on a du mal. Alors, ceci dit, il y a des propositions. C'est Benner en 2010. On doit sûrement faire mieux aujourd'hui. Avec un climat réchauffé, vous voyez que c'est la répartition. Les cyclones moyens seraient moins nombreux. Par contre, les cyclones forts seraient plus nombreux. Ce qui veut dire aussi que les cyclones assez forts seraient également renforcés. Et donc ça, c'est une possibilité. Donc affaiblissement des ouragans moyens, légère intensification des ouragans forts, sachant que le signal est faible. On voit quand même, on observe un ralentissement du déplacement des cyclones sur les continents. C'est-à-dire que le cyclone n'est pas forcément plus fort, mais s'il reste plus longtemps sur le continent en se déplaçant lentement, tout en restant alimenté par l'océan pas loin, et ben, ces dégâts vont se cumuler et seront plus importants. Et on a un ralentissement quand même, vous voyez, dans l'hémisphère nord, là, on est en kilomètres par heure, et qui serait de 20 à 18. Donc, s'il reste 10% plus longtemps, ben, les dégâts seraient à l'avenant. Ça, c'est une observation. Alors évidemment, ce n'est pas forcément lié au climat, ça peut être lié à l'aménagement, notamment à l'assèchement des marais, comme ça a été fait en Floride, où du coup, avant, les cyclones étaient stoppés par le refroidissement parce que tous les marais absorbaient la chaleur du cyclone. Maintenant, ça a été massivement asséché, et du coup, on voit que les cyclones traversent et puis continuent leur route vers le nord des États-Unis. Alors, on observe aussi récemment, il y en a de plus en plus, ce n'est pas encore très très fort, mais ça existe, de nouveaux types de cyclones, donc les cyclones atypiques, qu'on ne connaissait pas avant, en fait, et qui commencent à venir. Et ça, c'est assez logique, puisque quand il y a plus d'énergie, la Terre a beaucoup d'imagination, et nous, on connaît surtout ce qui est arrivé. On peut imaginer ce qui pourrait arriver, mais on rate plein de possibilités. Et là, ce qui est rapporté, c'est qu'il y a des cyclones qui ont appris, ce qui ne veut rien dire, le chemin vers l'Europe, c'est-à-dire qu'ils vont vers l'Est et non pas vers l'Ouest. Et ça, c'est lié à une conjonction de conditions de pression, d'affaiblissement des ondes de Rossby et du jet stream nord, pour différentes raisons qu'on n'a pas bien élucidées, et qui fait que dans certaines conditions, eh bien, au lieu de descendre au sud après leur formation et de s'épuiser, eh bien, ils restent, et ensuite, ils maturent, ils descendent un petit peu, et ils remontent ensuite vers l'Europe. Alors, ça n'a pas spécialement atteint la France pour l'instant. Vous avez 3 épisodes ici, en 2019, mais ça va lécher les côtes anglaises, et puis peut-être même la France. En tout cas, l'Espagne aussi est concernée. C'est des pays voisins. Et puis nous-mêmes aussi, on pourrait être exposés. Et ça, c'est partie des imprévus. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait imaginé. Et on n'a pas forcément envie d'imaginer tout ça non plus. Dans la Méditerranée, il y a des cyclones spécifiques qui sont ce qu'on appelle les médicanes. Alors, ils sont moins puissants, moins gros. Et eux, ils devraient être légèrement augmentés. Toujours avec des guillemets. Donc, ils devraient être légèrement plus longs et aussi, pour les légèrement plus puissants. Voilà. Ce n'est pas une tendance qui est catastrophique, mais c'est quand même une tendance présente. Donc, ça montre quand même que nos régimes de vent et d'épisodes extrêmes sont quand même perturbés. Un problème majeur quand même est directement lié à l'augmentation des températures et qui est lié à l'habitabilité. Donc récemment, il y a eu un papier qui a fait pas mal de bruit, et au final, il y a 2 facteurs qui permettent de survivre, de supporter et de survivre aux hautes températures. D'une part, c'est la température, d'autre part, c'est l'humidité. Donc,
il faut que notre corps puisse évacuer la chaleur. Et déjà, il faut qu'il y ait un gradient thermique dans la peau, entre les organes et la peau, d'une part, et d'autre part, que la transpiration puisse effectivement permettre de refroidir. Donc, il faut qu'en air humide, on ne se refroidit pas. On ne transpire pas, on ruisselle. Et ça ne refroidit pas du tout. Et du coup, avec le changement climatique, vous avez la distribution actuelle des températures sur le globe, et ici, une forme de limite d'habitabilité. Et au-dessus de 35 degrés, on ne se refroidit plus, il n'y a plus de gradient thermique suffisant. La peau étant à 32 degrés, quand il fait 35 dehors, on ne se refroidit plus. Mais plus, on n'y arrive pas. Alors, c'est important si c'est toute la journée, parce que si c'est juste une partie du jour, ça va. Mais si c'est toute la journée sur plusieurs jours de suite, on ne survit pas. C'est physique. Et donc, on voit cette limite de ces températures. Et puis, vous voyez qu'il y a des zones, toutes les zones en violet qui sont là, avec le changement climatique. Là, c'est un changement climatique un peu plus fort, puisqu'on est à plus 10 degrés, donc 800 ppm, émission incontrôlée, c'est pour voir ce qui pourrait arriver. Et dans des conditions comme ça, en fait, nous avons plusieurs milliards d'habitants de la Terre qui seront dans des endroits où la survie sera impossible. Donc, s'il reste, ils meurent. Donc, on comprend évidemment ce que ça signifie, parce qu'évidemment, ils pourraient rester et mourir sur place, mais surtout, ils ne vont pas rester. Et ils vont tout faire pour survivre. C'est normal, on ferait pareil. Et donc, des migrations, des conflits, vous imaginez tout ce qu'il peut y avoir derrière. Alors, je rezoome maintenant sur la France, sur ces impacts du changement climatique. Donc, diverses études. Je vous montre Explore 2070 et l'horizon 1955. Donc, ce n'est pas très loin. Et il y a plusieurs modèles, puisque les modèles ne donnent pas tout à fait les mêmes tendances. Mais vous voyez que sur les températures en été, je vous montre surtout l'été, nous avons, pour un scénario modeste, des augmentations de température qui vont ça varie, mais disons de 1,5 à 3 degrés. Voilà. Pour le scénario A1B, et bien sûr, pour un scénario plus élevé, ce serait plus élevé. Donc, fin de siècle, puisque là, c'est la moitié du siècle, fin de siècle, ce serait de 2,5 à 5 degrés sur la France pour ce scénario relativement modéré, encore une fois. Alors, vous remarquerez que les augmentations de température sont plus fortes en altitude, plus forte, légèrement plus forte à l'est en été. Voilà. Mais après, le détail, on peut toujours discuter. Et donc, en 2003, nous avions cette grosse vague de chaleur qui a fait énormément de morts, qui était vraiment un maximum. À l'époque, vous avez un petit peu la distribution des températures là, avant 2003, et 2003 est là, c'est vraiment un maximum, c'est vrai. Mais en fait, déjà aujourd'hui, c'est plus fréquent, mais vers 2100, voici le scénario émetteur 8.5. Vous voyez que 2003, en fait, qui est là, ce sera un été frais. Ce qui veut dire que la plupart des étés seront plus graves que 2003. Donc, évidemment, en termes de rythme de vie, d'organisation sociale, d'organisation de l'habitat, d'activité, tout serait bouleversé. Mais pas invivable, mais différent, très différent. Donc, les vagues de chaleur seraient un peu plus longues, un peu plus fortes, ça dépend des modèles sur l'amplitude, par exemple jusqu'à plus de 20 jours de vagues de chaleur en plus par an. Bon, évidemment, ça augmenterait avec les impacts sur la santé, sur les besoins agricoles, donc les besoins en eau, voire même sur la capacité à cultiver certaines céréales, puisque l'échaudage peut être un critère vraiment mortifère pour certaines activités, pour le blé comme pour le maïs. Et bien sûr, les maladies qui vont se associer, les pathogènes qui, normalement, ne peuvent pas survivre, pourraient survivre avec des maladies végétales, mais aussi animales, le bétail, mais pas seulement. Et les feux de forêt, qui, avec ce effet de la sécheresse, se multiplieraient. Donc, des vagues de chaleur, vous voyez, on a des estimations de ce que ça pourrait être à l'horizon 2100, 2050, par rapport à l'actuel, qui est en vert. Vous voyez donc des vagues de chaleur qui seraient, là on est autour de 22 jours, jusqu'à 100 jours, avec des températures moyennes de 29 qui passeraient à 35. Bon. Donc on imagine qu'avec ce réchauffement global, bien sûr, ces épisodes seraient plus nombreux et plus intenses. Au niveau de l'eau, l'influence sera extrêmement forte. D'autant plus qu'on est sur une période où les tensions sur l'eau sont déjà très fortes. Donc je vous montre à gauche la zone de répartition des eaux. C'est les zones où il y a des conflits sur l'eau qu'il faut gérer et que c'est reconnu, qu'on essaye de le faire. Donc, c'est la plupart des aquifères, des grands aquifères français, plus beaucoup de petits bassins ou de gros bassins hydrologiques. Et voici les arrêtés sécheresse en 2017. Donc en gros, et c'est quasiment tous les ans comme ça, 80% de la France en arrêté sécheresse, donc en interdiction de consommation d'eau, notamment pour l'irrigation, mais pas seulement. Parfois, et assez souvent d'ailleurs maintenant, des villes n'ont plus assez d'eau en été pour
alimenter leur population. Ils doivent l'importer ou la payer, ou alors on amène des bouteilles d'eau en plastique. Sur les précipitations, les tendances sont relativement incertaines, sauf l'hiver, et ce qui est le plus embêtant, puisque c'est en hiver que se remplissent les nappes, avec des baisses de précipitations quand même relativement robustes sur le sud-ouest, une zone intensément agricole, et des augmentations de précipitations sur le sud-est, notamment là où il y a déjà des épisodes de pluie destructrices qui ont été révélés encore l'été dernier, avec l'augmentation aussi des vents, il faut en tenir compte. Bon, l'enneigement va baisser, vous vous en doutez. Alors, ce qui est un petit épisode paradoxal, c'est l'augmentation éventuelle des gouttes froides. C'est-à-dire, en fait, avec le changement climatique, il fait plus chaud, et donc, nous allons avoir des épisodes de vagues de froid plus nombreuses. Et ce n'est pas garanti, mais en tout cas, les processus pourraient l'expliquer. Et ce serait à cause du ralentissement du jet nord, du jet stream, à cause de baisse, d'augmentation des températures au nord éventuellement, de modification de la répartition des pressions, bref. Donc, ce que ça veut dire, c'est une plus grande variabilité des températures, avec des effets sur l'agriculture notamment, et notamment le maraîchage, puisque les gelées sont vraiment un problème pour le maraîchage, accru. Les débits des rivières, baisseraient, c'est assez naturel. Alors, en moyenne, là, on est sur 2050, la moitié du siècle, ce qui serait modélisé, avec un scénario habituel, ce serait jusqu'à 40 à 50%, 30 à 50% en moyenne. Et sur les étiages, plus prononcé, jusqu'à 40 à 50%. Donc, dans les périodes où l'eau est particulièrement demandée. Et les crues seraient moins intenses dans beaucoup d'endroits, mais aussi augmentées sur certains périmètres, notamment les Vosges et les Cévennes, pour des raisons pas de microclimat, mais enfin locales, d'orographie, et puis sur le sud-est. Ce n'est pas des signaux forts, mais c'est des signaux quand même qui sont tout à fait plausibles. Au niveau de l'augmentation des températures, ce serait quand même jusqu'à 1,5 degré, peut-être 2 degrés dans les rivières. Pour les écosystèmes, c'est des conséquences directes, puisque c'est des conséquences, c'est de l'inhabitabilité, c'est comme pour nous, sauf que les poissons ne transpirent pas, donc ils sont plus sensibles encore aux variations de température. Donc là, c'est un modèle qui nous montre comment la truite fario se retirerait de la plupart des cours d'eau du cours d'eau français, sauf en remontant d'altitude, donc dans les montagnes. Voilà. Alors, avec l'augmentation de l'évapotranspiration, la baisse des pluies, la recharge des nappes baisserait, ça vous l'aviez compris à travers ce que j'ai déjà dit, et ensuite donc les nappes qui reculent, qui s'enfoncent, voire qui ne sont plus disponibles. Donc c'est une ressource menacée aujourd'hui, et encore davantage avec le changement climatique. Bon. J'aimerais mentionner aussi, avec ce retrait des nappes et l'augmentation au niveau marin, le risque que ça représente sur la salinisation des côtes, donc notamment les aquifères côtiers qui servent notamment pour l'eau potable de beaucoup d'agglomérations françaises et qui sont déjà observées. Donc, du coup, s'il n'y a plus d'eau douce pour repousser l'eau salée rentre et ensuite pollue les captages de façon définitive. Donc, il faut aller chercher l'eau ailleurs, donc avec des tensions accrues. Également, il y a un autre impact sur l'enfoncement également des territoires à cause des prélèvements ou de l'assèchement des nappes. Donc en France, nous sommes en situation actuellement de tension sur l'eau. Je ne vais pas trop détailler, mais c'est une tension, quand on regarde la consommation d'eau, c'est celle qui est évaporée pour l'essentiel, qui est surtout due donc, à l'activité agricole pour toute la partie qui a des ressources limitées, toute la partie sud. Aujourd'hui, c'est l'agriculture qui consomme essentiellement l'eau. Vous voyez, on est à 54%. C'est sans doute sous-estimé. Et avec le changement climatique, donc des besoins nouveaux. Des besoins notamment, mais ça ne va pas durer très longtemps parce que la température ne le permettra plus, pour la neige artificielle, mais aussi tout récemment, d'irrigation du fourrage, qui n'était pas le cas avant. Mais les éleveurs sont obligés d'irriguer le fourrage régulièrement maintenant pour sauver leur récolte et pouvoir nourrir leurs bêtes pendant l'hiver. Bien sûr, avec les besoins énergétiques de climatisation notamment, les barrages vont être sollicités en été, alors qu'ils sont censés garder leurs réserves pour l'hiver, pour le chauffage électrique notamment. Donc ce sera compliqué, mais aussi il y aura des demandes en irrigation, il y aura des besoins de refroidissement d'eau pour le refroidissement des centrales nucléaires. Donc ces barrages vont avoir une gestion de plus en plus compliquée et difficile si on y arrive. Les centrales nucléaires les centrales électriques, mais surtout nucléaires chez nous, ont besoin d'eau et avec des étiages, on a besoin de plus d'eau. Avec une eau plus chaude, ils auront aussi besoin d'eau. Plus d'eau encore, donc leur rendement risque de baisser, ça va poser des problèmes énergétiques importants, à moins évidemment de les positionner par exemple au bord de la mer.
Les villes aussi vont s'adapter avec des demandes en rafraîchissement, en eau notamment, dépollution, des choses comme ça, sans parler de la démographie, ce qui fait que la demande en eau va croître un petit peu partout, avec une complexité croissante. Bon, sur les forêts, on aurait une transformation majeure de nos forêts, rien qu'à cause de la température et des pluies. Il faut encore qu'elles s'installent, hein, mais grosso modo, la forêt française qu'on a connue de Hêtre et tout ça va disparaître. Hein. Il restera des niches par-ci par-là, mais globalement, elle va disparaître. Et c'est une transformation qui est rapide avec l'arrivée des parasites qu'on a déjà observés et les feux, naturellement. Hein. Donc les feux qui seraient de plus en plus importants, hein, donc avec un renversement des habitats actuels. Nous avons des maladies qui montent. Ici, vous avez par exemple, bon, ça c'est maladie, mais là vous avez la chenille processionnaire qui remonte, voilà, c'est prévu, ça, et qui fragilise énormément les forêts et la productivité forestière pour ce business-là, évidemment, qui va s'effondrer avec des problèmes de rentabilité, mais on ne va pas arrêter quand même. Les réassureurs, eux, ils réfléchissent à tout ça, ils font des estimations, et puis comme c'est les assureurs, c'est eux qui payent, ils font attention. Et donc, ce que ça donne, c'est très intéressant, parce qu'eux sont pragmatiques, et ils pensent qu'avec le changement climatique, ils pensent, il y a cette étude-là, qui montre que, d'une part, les aléas climatiques vont augmenter et avoir une responsabilité de 35% d'augmentation, par exemple, des frais liés aux biens assurés, et de 15% qui seraient liés à l'augmentation de la vulnérabilité. C'est parce que les habitats se déploient, ou pas forcément dans les zones très très sûres. En tout cas, donc on aurait 50% éventuellement d'augmentation des risques assurés. Et en fait, en gros, ça peut aller jusqu'à 100% et ça se traduirait à assez court terme avec une augmentation des primes, forcément. Ou alors, soit on ne rembourse plus, soit on fait payer plus cher les primes. Donc, il faut s'attendre à 50% ou 100% d'augmentation de primes d'assurance à cause du changement climatique pour aider ceux qui seront exposés. Alors, autre effet indésirable que je trouve particulièrement ennuyeux, c'est l'effet sur les vignes, hein, puisqu'il fait trop chaud, ça manque d'eau. Et donc, en fait, les cultures des vignes vont remonter vers le nord et le champagne pourrait être fait, hélas, en Angleterre. Voilà, oui, je sais, c'est assez difficile. Mais aussi, pour d'autres aspects moi, que j'aime bien aussi, cacao, café, eh bien, en fait, les espaces de cultivabilité de ces produits vont se réduire et il va être de plus en plus difficile de produire cacao et café et même la bière. Bon, voilà. Donc, certains diront que ce n'est pas forcément très grave, mais néanmoins, pour les pays, ça demande une mutation économique drastique et des grosses conséquences sociales. Donc là, vous avez l'Ouganda avec les zones où il peut cultiver le Robusta. Vous voyez qu'en fait, ces zones disparaissent quasiment. Donc, c'est la fin de ce business pour une économie tournée quand même vers l'exportation de ce type de produits. Alors, il y a d'autres effets sur la santé humaine possibles. Donc, je vous ai parlé des vagues de chaleur, bien sûr, mais aussi avec la clarification du ciel, l'augmentation des mélanomes et des cancers associés. L'intrusion, donc, tout le monde le sait maintenant, l'intrusion donc, de nouveaux vecteurs comme le moustique tigre, mais puis aussi d'autres en fait, hein, qui en plus d'être embêtants en tant que moustique, peuvent nous amener des maladies, comme chikungunya, et je crois pas que ce soit lui, c'est un autre. Les maladies infectieuses donc, peuvent trouver du coup un habitat possible avec des peu de température ou une plus grande humidité, et pareil pour les pathogènes. Maladies respiratoires à cause notamment de l'ozone, mais aussi du pollen, hein, quelques collègues qui travaillent là-dessus. Qui vraiment entraîne une mortalité importante ou une baisse de l'espérance de vie, en fait, de 6 mois actuellement, ça pourrait être 5 ans. Voilà. Les impacts directs, forcément, quand on est inondé, on peut être emporté ou avoir des gros dommages, les feux de forêt, bien sûr, coulées de boue, hein, qui sont encouragées par la perte de couvert, l'érosion, ou alors la fonte, simplement, ou alors des pluies plus diluviennes. Enfin, on a des exemples dans le sud-est récents. Ce qui pose aussi des problèmes derrière en cascade, puisque quand les routes ne sont pas empruntables, les secours ne peuvent pas venir non plus, sans parler donc des problèmes d'électricité, etc. La montée du niveau marin, c'est un impact direct, et puis indirectement, la raréfaction de la nourriture ou la perte de sa diversité, parce qu'il est plus difficile de cultiver, de faire du maraîchage, d'avoir une alimentation équilibrée et diversifiée, ce qui réduit la qualité de vie et aussi la durée de vie. L'hygiène à cause des restrictions d'eau et des problèmes d'insécurité à cause des troubles géopolitiques et notamment liés à l'alimentation. Hein, l'alimentation rendue plus difficile à cause de problèmes notamment d'accès à l'eau. Donc tout ça, c'est encore incertain. J'avais critiqué tout à l'heure ce scénario 8.5 comme étant
moyen, quoi, pas pessimiste, mais effectivement, on peut faire pire, et d'autres l'ont envisagé. Et on aurait sans doute besoin de faire pire pour savoir où on va possiblement. Et donc là, je vous montre, par exemple, le problème possible du dégazage de méthane des pergélisols boréaux. Donc c'est la glace qui emprisonne du méthane, la glace dans le sol, mais quand le sol se réchauffe, la glace fond, il libère le méthane. Et ce sont des volumes extrêmement importants. La dynamique avec laquelle ça peut sortir, on ne sait pas trop, c'est couplé aux microbes, tout ça, mais ça augmenterait le changement climatique avec un risque d'emballement et de franchissement de seuil. Ici, vous avez aussi les clatrates, donc du coup, qui sont plutôt marins. C'est dans les glaces marines en profondeur. Pour l'instant, on ne sait pas trop ce que devient ce méthane. Il n'a pas l'air de vouloir sortir, il a l'air de vouloir rester dissous, on ne sait pas, mais si c'est plus gros volume, on ne sait pas non plus s'il ne dégazerait pas. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a des effets de seuil, on ne sait pas si on va les franchir, et des effets de seuil qui ont mauvais goût éventuellement de s'enchaîner en cascade. Donc là, nous avions la Terre ici, qui est dans un creux vaguement en équilibre interglaciaire, donc il peut passer en zone glaciaire, ploup, puis revenir, comme la Terre l'a fait pendant les derniers 800 000 ans. Mais si on réchauffe, on s'éloigne de ce cycle. Et il est possible de revenir à quelque chose de légèrement plus frais, quoi, qui ne sera plus jamais interglaciaire, ça c'est fini, a priori, ou alors, par l'enchaînement des effets de seuil, de sombrer en fait dans un système, dans une autre planète, quoi, une autre planète chaude. Voilà, donc il faut être très vigilant, et c'est des raisons vraiment pour maintenir le changement climatique le plus bas possible et le plus vigoureusement possible, puisque ces effets s'entraînent les uns les autres, et potentiellement, si on les a tous, on est très très mal. Voilà. Donc peut-être que je vais m'arrêter là, j'avais prévu de parler d'autre chose, mais ce n'est pas très grave. Sur les incertitudes et sur l'amplitude du changement climatique, aujourd'hui, le changement climatique sera pire que beaucoup de choses que l'on connaît, guerre, famine, maladie, guerre nucléaire, l'hiver nucléaire, finalement, ce sera peut-être plus grave qu'un hiver nucléaire. Voilà, avec des effets massifs qui nous amènent à des aléas de plus en plus élevés. Voilà, je vous remercie. Ouais, bonjour. J'ai pas trouvé la petite main, je suis désolé. Merci Pascal. Juste là, une remarque, j'ai un collègue coréen là, qui me signale ce matin qu'ils ont des températures à moins 19 qui sont des records de froid. Et donc, ça confirme ce que tu disais sur l'arrivée des extrêmes supérieurs sur les moyennes latitudes, avec les descentes d'air polaire beaucoup plus importantes. Sinon, j'avais une question qui est liée en fait à un impact qu'on évoque, qui est lié aux migrations finalement, suite aux impacts du changement climatique. Et ces migrations, elles risquent d'avoir des impacts indirects assez sévères finalement, quand on voit la difficulté qu'il y a aujourd'hui à accepter dans les pays occidentaux quelques dizaines de milliers de migrants. Et donc, je me posais la question de savoir s'il y avait des études qui s'intéressaient à ces impacts de migration finalement relativement massives liées au changement climatique. Alors, merci François. Moi, je n'ai pas vu d'impact d'études sur les impacts explicitement des migrations. Ce que j'ai vu, c'est des études comme Adelphi sur l'effet du changement climatique sur les conflits. C'est un truc que je ne vous ai pas montré, mais en gros, il y a un lien direct, mais il y a un recouvrement important entre les conflits liés à l'accès à l'eau et donc potentiellement accrus par le climat et les conflits passés, dans lequel l'eau n'est pas source de conflit, mais un facteur aggravant, voire une instrumentalisation a posteriori dans les conflits. Et c'est quelque chose qui toucherait, alors avec le changement climatique, donc c'est pas que l'eau, il y a beaucoup d'effets avec des événements extrêmes, avec les problèmes de rendement des cultures, voire de destruction des cultures, qui toucherait d'abord les pays les plus fragiles. Donc, vous avez ici une estimation en rouge. Voilà. Et donc, je ne peux pas te dire, je n'ai pas ces résultats-là. Je les ai cherchés aussi. Peut-être que c'est sorti depuis. Mais on peut regarder à la lumière des migrations actuelles quels sont les impacts possibles. Pas forcément des migrations, mais en tout cas des troubles sociaux liés au changement climatique. Et là, je pourrais prendre, nous avons 3 exemples, le Tchad, la Syrie, le Sahel, éventuellement l'Arctique, où il est avéré que le changement climatique a contribué à des désordres. Alors, prenons la Syrie. En fait, mauvaise année, très très mauvaise pluie sur l'est de la Syrie, migration interne cette fois-ci, pas externe, mais migration interne vers l'ouest et vers les villes, avec beaucoup de pauvreté et beaucoup de tensions sociales et c'est de là que sont parties en fait les premières émeutes
qui ensuite ont mené à la guerre civile. Sur la Tunisie, vous vous souvenez que c'était le printemps arabe en fait, tunisien a été déclenché par une particulièrement mauvaise année suite à une série de mauvaises années agricoles. Et c'était les paysans qui souffraient, qui s'étaient révoltés initialement. Puis je vous rappelle aussi que la Révolution française a fait suite à une très mauvaise année agricole. Donc, ce n'est pas forcément les migrations internationales, parce que les troubles en Syrie, en fait, nous touchent indirectement. Avec les conflits géopolitiques associés, avec la montée du terrorisme, là, il y a un lien quand même qui est avéré. On n'a pas besoin de migration internationale pour avoir des gros problèmes, sans parler du conflit israélo-palestinien, qui, quand il est enquisté, pose des problèmes régionaux très durables et très intenses. Voilà. Alors maintenant, les migrations internationales sont faibles. Ce que j'en ai compris, c'est qu'il y a peu de gens qui migrent au niveau international. C'est quelque chose comme 10%, je ne sais plus. Enfin voilà, c'est pas la majorité des gens qui migrent. Mais du coup, on a vu ce que ça donne au niveau européen. Enfin, moi, mon avis juste personnel, c'est que en fait, l'impact du changement climatique sera d'abord un impact géopolitique avec des migrations. Et quand la migration se fait, c'est difficile pour les pays accueillants, mais quand elle ne se fait pas, ça crée des conflits locaux, là où ils sont retenus, qui ont des conséquences extrêmement graves et de façon qui s'élargissent rapidement d'un point de vue mondial. Bon, enfin là, de toute façon, je ne suis pas spécialiste. Je ne veux pas non plus affirmer trop de choses. Annabelle, je passe à la question suivante. Oui, là, il y a Caroline Fraissinet qui dit qu'on parle uniquement des impacts catastrophiques du réchauffement. Est-ce qu'il y a des impacts positifs? Lesquels? À quelle échelle? Même s'ils sont masqués ou largement compensés par le négatif. C'est une bonne question. Je veux dire, je suis assez faible sur cet aspect. Vu que ces présentations, je les fais surtout pour pousser à l'action, pour l'atténuation et pour l'adaptation. Mais des effets positifs, on a vu qu'il y en a, notamment sur l'augmentation à court terme de la productivité agricole dans certains endroits. Et il y a aussi la fertilisation par le CO2. Bon, aussi, avec les températures, il y a des espaces qui seront climatiquement, qui deviendront favorables ou qui rendront l'agriculture possible, notamment en Sibérie. Après, on est face à des difficultés qui sont d'approvisionnement en eau, en personnel, en main-d'œuvre, en intrants, tout ce que j'ai dit. Et donc, ce n'est pas un bénéfice immédiat. Et les bénéfices dont j'ai parlé sont des bénéfices temporaires. Ensuite, des aspects positifs, c'est que le plus gros aspect positif pour moi du changement climatique, c'est la prise de conscience au niveau mondial qu'on partage une seule planète et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec. Donc, en termes culturels et en termes politiques, je pense que le changement climatique nous permet de nous penser enfin comme un peuple, des habitants de la Terre. Alors, en termes de gouvernance, on n'a pas encore transposé cela en responsabilité et en capacité de gouvernance mondiale qui, pour moi, est indispensable pour faire face au changement climatique. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à s'organiser tous collectivement, comme le changement climatique nous invite, les pertes, le chaos sera vraiment très, très conséquent. Et puis aussi, par ailleurs, nous, en France, on n'est plutôt pas trop mal lotis, finalement, enfin, surtout dans le nord de la France, parce que dans le sud, ça va être très sévère. Mais nous, on est en zone tempérée et on va rester en zone tempérée. En plus de ça, nous avons des sols fertiles. Donc, il va faire plus chaud. Et bon, finalement, si c'est pour vivre dans la Méditerranéenne, moi, ça ne me déplairait pas. Si on passe plus de temps dehors, si on prend l'apéro le soir, si on fait plus de barbecue, quoique ça émet des gaz à effet de serre, bon, c'est pas négatif. Par contre, ce sera quand même négatif pour beaucoup de monde autour. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir se permettre, et si c'est raisonnable, de se vivre comme un îlot de confort et de relatif bien-être, entouré par un monde de chaos. Donc, de toute façon, notre production alimentaire, notre démographie, nos habitudes vont se réajuster avec ce que la Terre peut nous offrir, de toute façon. Et à terme, on aura des modes de vie qui sont sans doute très différents, une organisation très différente, et qui sera, une fois atteint l'équilibre, si on l'atteint, qui serait logiquement agréable. Maintenant, la période de transition entre les deux risque d'être plus ou moins difficile et plus ou moins longue. Donc, les transformations, quand elles sont subies, sont le plus souvent dans la souffrance. Donc, pour nous, l'enjeu, c'est que ces transformations nécessaires et inéluctables, qu'on les fasse de façon concertée dans la justice et puis en optimisant. Ça veut dire que, voilà. Et là, c'est quelque chose quand même, c'est une transformation qui, d'imposer, peut être redevenir volontaire en acceptant l'inéluctable
et justement créateur de changements très très positifs, puisque nos sociétés peuvent avantageusement être modifiées vers un fonctionnement plus positif tout de même. Donc là, si on arrive à se ressaisir de cette occasion qui nous est donnée pour transformer nos sociétés, eh ben, beaucoup de choses positives pourraient en sortir. Ça reste un défi tout de même.